Salut à tous. Alors que le monde glisse peu à peu vers une nouvelle ère de tension, une réalité s'impose. La guerre ne se joue pas uniquement sur le terrain, mais dans les usines, les mines et les raffineries. Face à une Europe désindustrialisée, dépendante de l'étranger pour ses ressources stratégiques, la question n'est plus seulement militaire mais économique. Avons-nous encore les moyens de soutenir un conflit à grande échelle ? C'est le constat glaçant que Jean-Marc Jancovici expose dans une conférence à l'école de guerre de Paris. Une leçon d'histoire qui résonne comme un avertissement. Les guerres du passé ont été gagnées bien avant le premier tir, dans l'acier des hauts fourneaux et l'or noir des sous-sols. Hier, les États-Unis dominaient le monde grâce à leur puissance industrielle et énergétique. Aujourd'hui, la Chine et la Russie prennent le relais. Et l'Europe, elle, en manque de souveraineté, à l'avance à l'aveugle, sans ressources, sans production et sans l'assurance d'un soutien américain. Alors, sommes-nous prêts pour les conflits de demain ? Ou allons-nous répéter les erreurs du passé ? Écoutez bien ce qui suit. Alors certes, pour gagner la guerre, il faut avoir des engins puissants qui sont plus puissants que ceux d'en face, mais il faut également pouvoir les fabriquer. Vous avez ici la quantité d'acier qui est fabriquée par les divers pays du monde sur les derniers siècles. Alors, ce que vous voyez, depuis un siècle et demi, en gros. Alors, ce que vous voyez, évidemment, si vous regardez la partie droite du graphique, c'est l'explosion industrielle récente de la Chine. Vous voyez la production d'acier de la Chine, là, tout en haut, là, qui est absolument extraordinaire. Mais si vous regardez les périodes plus anciennes, et en particulier, si vous regardez l'avant-guerre, l'avant-seconde guerre mondiale, là, vous voyez, après la grande crise, là, les États-Unis, paf, vous voyez que le premier producteur d'acier dans le monde, et de très loin, c'est les États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça dit, cette affaire-là ? Ça dit qu'en fait, c'était eux qui étaient les mieux partis pour gagner la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce que ça dit. Parce que ça dit qu'ils avaient de quoi construire des usines, des villes pour héberger les ouvriers travaillant dans les usines, et évidemment l'acier pour construire des chars, des avions et des bateaux. Donc le fait qu'il y ait eu une fossilisation globale de l'économie très importante aux États-Unis est une explication parfaitement logique de pourquoi est-ce qu'ils ont été capables d'aligner très très rapidement des moyens militaires en quantité absolument faramineuse quand ils sont rentrés dans la Deuxième Guerre mondiale. Le charbon, qui sert notamment à fabriquer l'acier, mais pas que, c'est également les États-Unis qui, avant-guerre, étaient les plus gros producteurs mondiaux. Et vous voyez qu'ils étaient suivis notamment par la Grande-Bretagne, qui était également à cette époque-là une très grande puissance industrielle en Europe, il ne faut pas l'oublier, et que ça explique pour partie aussi la capacité de résistance que les Anglais ont pu opposer aux Allemands à cette époque. Vous voyez derrière l'Allemagne, et vous voyez le rapport entre l'Allemagne et la France. Vous voyez que nous, on ne faisait pas le poids à cette époque-là, en termes de rapport d'utilisation de l'énergie, c'est-à-dire de la force brute. Et vous voyez la Russie, ou plus exactement, à cette époque-là, l'URSS, qui était également un acteur de poids dans la fabrication d'acier. Donc, avant-guerre, vous avez déjà les cartes de la victoire de 1945 qui sont pour partie sur la table, en ce sens que dans cette confrontation de force brute qu'est un conflit, eh bien, vous voyez les protagonistes du conflit, de quels muscles ils disposent au moment où ils vont jeter les forces dans la bataille. Et c'est encore plus flagrant quand vous regardez ce qui permet d'actionner les engins de combat. En 1940, les États-Unis produisaient quasiment les 2/3 du pétrole mondial à eux tout seuls. Donc aujourd'hui, pour ceux d'entre vous qui suivent l'actualité, vous avez probablement noté que les États-Unis sont redevenus, avec l'essor du shale oil, le premier producteur de pétrole mondial, mais en fait, ils n'ont fait que retrouver une place qui était la leur avant-guerre. Avant-guerre, ils produisaient, encore une fois, les 2/3 du pétrole mondial. Alors, cette affaire-là, elle explique également deux choses. Elle explique pourquoi est-ce que l'Axe, à terme, était condamné soit à trouver du pétrole ailleurs, soit à s'effondrer, parce qu'en fait, le seul producteur de pétrole significatif dans l'Axe, c'était la Roumanie. Les autres n'en avaient pas. Les Japonais n'en avaient pas, et les Allemands n'en avaient pas. Alors, ils avaient des carburants de synthèse faits à partir de charbon, mais qui étaient de moins bonne qualité, et qui était, il y a notamment un épisode très intéressant qui est raconté dans le bouquin qui s'appelle Or Noir de Mathieu Ozano, dans lequel il explique que l'une des raisons pour lesquelles les Anglais ont gagné la bataille d'Angleterre, c'est que les Américains leur ont fourni des carburants d'origine pétrolière pour leur Spitfire, qui permettaient aux Spitfire de prendre la domination sur les Messerschmitt allemands, qui n'avaient que des carburants de synthèse fabriqués à partir de charbon, dont l'indice d'octane était plus bas.
Donc là, vous avez également en filigrane les clés, j'ai envie de dire, de la victoire de 1945. Donc l'Axe avait très peu de pétrole. Et vous avez également l'explication de Pearl Harbor, qui est également fournie dans le même bouquin de Matteo Ozano. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pearl Harbor? Il s'est passé que les Japonais, le seul pétrole qu'ils avaient à leur disposition, c'est celui de ce qu'on appelait à l'époque les Indes néerlandaises, et ce qui s'appelle aujourd'hui l'Indonésie. Et ils ont été occupés l'Indonésie, et ils ont été zigouiller la marine de guerre du Pacifique américaine, enfin la marine de guerre américaine du Pacifique, en espérant qu'ils allaient pouvoir prendre les Américains de vitesse derrière, grâce à l'approvisionnement en pétrole qu'ils avaient sécurisé. Voilà. Bon, ils ont perdu leur pari, mais c'était ça le pari qu'ils avaient pris. Ça illustre bien l'importance stratégique, dès cette époque, encore une fois, de l'énergie dans la confrontation. Alors ça, c'est le passé. Et maintenant, le premier défi qui va se poser dans le futur aux forces armées, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec de moins en moins de pétrole? Parce que c'est bien ça la première question qui se pose. Alors ici, vous avez un travail, décidément, cette zapette est trop sensible. Vous avez un travail, le résultat d'un travail que nous avons effectué au Shift Project, et vous voyez, il y a un petit logo que je me suis permis de reproduire, j'espère que je ne vais pas me faire poursuivre pour ça, qui est celui de la DGRIS. Alors la DGRIS, c'est la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie du ministère de la Défense, et j'ai mis ce petit logo parce qu'il se trouve que ce travail nous a été cofinancé par la DGRIS. Donc ce que je vais vous expliquer maintenant a été notamment payé pour partie par le ministère qui emploie un certain nombre de gens dans la salle. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ce travail? On est allé tirer par la manche 3 personnes qui sont respectivement un ancien analyste pétrole et gaz de l'Agence internationale de l'énergie, un ancien patron de l'exploration de Total. Donc l'exploration chez un pétrolier, c'est la personne qui cherche où se trouvent de nouveaux gisements, et l'ancien patron de l'évaluation des gisements. Chez un pétrolier, l'évaluation des gisements consiste à faire un pari sur combien de pétrole sortira du gisement une fois qu'on aura mis en place les infrastructures de production. Donc c'est monsieur 10 milliards. C'est celui qui décide s'il faut mettre 1, 5 ou 10 milliards sur la table, indépendamment de ce qu'on pense du pétrole par ailleurs, pour faire sortir le pétrole ou pas d'un gisement. Donc il a intérêt à savoir ce qu'il y a dedans. C'est juste ça. Et à ces 3-là, nous leur avons fourni une base de données de l'ensemble des gisements pétroliers dans le monde, qui était fourni par Reichstadt Energy. Il y a 3 sociétés dans le monde qui fournissent ce genre de données. Et on leur a demandé de nous faire un pronostic sur la quantité de pétrole qui allait être produite par les 16 premiers fournisseurs de l'Europe. Or, il se trouve que l'armée française se trouve, sauf erreur de ma part, en France, c'est-à-dire en Europe, et donc le carburant dont nous pouvons disposer, sauf à aller faire des OPA sur des puits à l'étranger quand on est en opération à l'étranger, mais c'est quand même pas très facile, eh bien, c'est essentiellement du carburant qui a commencé par être importé en Europe. Donc, ce que vous voyez là, c'est la production des 16 premiers fournisseurs de l'Europe, qui se trouve également être la production des 16 premiers producteurs dans le monde, hors Brésil et Canada. Pourquoi hors Brésil et Canada? Parce qu'ils ne fournissent pas l'Europe, c'est pour ça qu'on n'a pas trop regardé, enfin, on n'a pas publié ce qu'on avait trouvé pour eux. Alors vous avez là-dessus la production passée depuis 1950, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, qui monte extrêmement férocement jusqu'au choc pétrolier. Les chocs pétroliers ont marqué en fait, il y a eu un événement militaire associé au choc pétrolier, mais en fait ça a été, le choc pétrolier aurait eu lieu quand même. En fait, la croissance de la production de pétrole à l'époque, que vous voyez sur ce graphique, elle était juste pas tenable pendant encore 10 ou 20 ans. Elle n'était juste pas tenable. Donc en fait, les chocs pétroliers, qui sont une rupture de pente, un changement de dérivé sur la croissance de la production de pétrole, de toute façon, c'était écrit. Ça ne pouvait pas ne pas se produire. Et ce que vous voyez, c'est le pronostic à partir de maintenant jusqu'en 2050 pour ces 16 pays. Vous voyez que d'ici à 2050, la meilleure estimation que nous ayons, à partir des données et du travail fait, c'est que la production des 16 premiers fournisseurs de l'Europe devrait être divisée par 2. Ce qui veut dire que leurs exportations vont être diminuées, enfin vont être divisées par beaucoup plus que 2. Parce que bien évidemment, une fois que le pétrole baisse, les pays producteurs vont conserver une fraction croissante du pétrole résiduel pour leurs propres usages. Parce que certes, comme nous, ils ont pris l'engagement d'être neutres, etc., mais enfin, ils ont aussi des gilets jaunes. Et donc, ils vont garder une fraction croissante du pétrole qu'ils produisent pour eux. Quand vous regardez des pays qui étaient exportateurs et qui ont passé leur pic de production,
vous vous rendez compte que très peu de temps après, les exportations se mettent à baisser très, très férocement, voire ils peuvent devenir importateurs. C'est le cas de l'Indonésie, par exemple, qui est aujourd'hui importatrice. C'est le cas de l'Égypte, qui était productrice, exportatrice, et qui est devenue importatrice, etc. Le Mexique en est pas loin. Donc, ça a été le cas de la Grande-Bretagne, par exemple. Donc, vous avez donc, quand les pays producteurs vont passer leur pic, leurs exportations vont descendre beaucoup plus vite que leur production. Et donc, il y a un vrai sujet d'approvisionnement en carburant pour l'Europe. Alors, si c'est une division par deux, on peut imaginer qu'avec les plans qu'on a pour se décarboner, etc., ça passera. Si c'est par 20, même avec les plans ambitieux que nous avons, etc., ça va quand même poser un problème. Et ça va poser un problème, notamment aux moyens militaires, sauf à ce qu'on commence à arbitrer que c'est des moyens prioritaires. Et donc, on fera avancer les frégates et qu'on fera avancer les avions prioritairement aux voitures des banlieusards. Hein, mais il va y avoir un vrai débat, nécessairement, qui va se mettre en place là-dessus. La même direction générale, la même DGRIS, nous a cofinancé, alors là également pour la petite histoire, ce travail nous a également été cofinancé par RTE, donc l'entreprise française qui s'occupe de transporter de l'électricité. Et on a confié à peu près à la même équipe, enfin pas tout à fait mais presque, avec la même base de données, le soin de nous faire un pronostic sur la production future de gaz cette fois-ci. Et là il s'agit de la production mondiale. Donc vous avez le résultat sous vos yeux. La partie verte, c'est le gaz qu'on appelle conventionnel. Donc en gros, c'est tout ce qui n'est pas gaz de schiste, gaz arctique, etc. Et les couches supérieures, là, les pelures d'oignon qu'il y a au-dessus, c'est tout le reste. Alors ce que vous voyez, c'est que le gaz conventionnel, sa production n'augmente plus depuis 2010. Quelque chose que j'ai découvert, moi, avec ce travail. Et que si on prend tout type de gaz, en supposant qu'on se fiche du climat, eh bien, nous passerions mondialement le pic aux alentours de 2030. Hein. Donc il y a également un sujet sur le gaz. Alors le gaz, il est moins crucial directement pour les opérations des moyens militaires, enfin pour le char une fois qu'il est sur son terrain de combat. Mais par contre, il n'est pas complètement neutre pour fabriquer le char, parce que même le char, il est fabriqué avec de la pétrochimie, et le gaz sert notamment aujourd'hui à alimenter la pétrochimie.